Merci. Merci, merci à vous pour cette entrée en matière. Alors, en quelques minutes, des exemplaires vont arriver, si mon collaborateur le veut bien, avec une petite brochure sur la revue Pouvoirs locaux. Je vous remercie pour cette invitation. Peut-être vous dire au-delà du dossier, parce que vous avez aussi entendu un certain nombre de communications qui ont été publiées, ce qu'il en est de cette revue et pourquoi un dossier sur François Julien, parce que pouvoir locaux, décentralisation, administration publique, après tout, ça peut être assez loin à la fois de la philosophie, puisque nous avons beaucoup de juristes, de politistes, de géographes, d'historiens qui écrivent, et la revue de la gouvernance publique qui accueille François Julien, sa réflexion en particulier, sa réflexion sur le concept de coïncidence. Pourquoi? Peut-être permettre de redonner quelques repères historiques. La décentralisation, acte 1, contemporain, 1982. En 1986, les premiers pas de la décentralisation se sont mis en place, et puis il y a un élu qui s'appelle Paul Gradiani, qui est corse, qui sera le premier président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui publie un essai chez Fayard qui s'appelle Le Nouveau Pouvoir, qui a pour titre Le Nouveau Pouvoir. Et à l'occasion de la présentation de cet ouvrage dans une grande librairie à Rennes, il y a un monsieur qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit « Monsieur, nous n'avons pas les mêmes convictions politiques, mais je partage totalement ce que vous avez écrit sur ces premiers pas de la décentralisation. » Ce monsieur, lui, n'est pas corse, il est breton et il s'appelle Jean-Yves Le Drian. Et tous les deux entrent en conversation assez animée et se disent « Mais cette décentralisation, cette organisation des pouvoirs locaux qui se met en place, ne pourrait-on pas éclairer, comme c'est le terme, la délibération nationale sur ces premiers pas qui sont somme toute assez tâtonnants et dont on voit les premières impasses se mettre en œuvre. » Et l'initiative, qui à l'époque était assez innovante, c'est de se dire on va rassembler autour de la table des universitaires, mais surtout en mêlant les disciplines, des historiens, des géographes, des juristes, des politistes, quelques philosophes, trop peu, et aussi des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux, des élus, et surtout des élus, maires, présidents de région, les premiers présidents de région, de département, et en dehors des chapelles politiques. Gauche, droite, la lisibilité, l'échiquier politique était plus simple peut-être à l'époque, mais de sensibilités politiques différentes, pour éclairer et être ce qu'on pourrait appeler un think tank, un réservoir à penser. Des intellectuels, j'allais dire, de l'époque se sont aussi investis. Je pense notamment à Michel Crozier, qui a été un des premiers à beaucoup travailler à la revue. Je vais en citer d'autres au fur et à mesure. Et à se dire, partant du constat, d'ailleurs, qui a été fait assez rapidement, et le regrettant, que cette décentralisation, c'est surtout une réforme de l'État. C'est une façon pour l'État de penser lui-même son déploiement sur le territoire, mais est-ce que c'est vraiment, malgré le récit qui s'entend, l'avènement de véritables libertés locales? J'y reviendrai. Assez rapidement, 1989, 3 ans après, beaucoup de production, une envie de réfléchir à plusieurs qui se concrétise par la création de la revue, en se disant, nos réflexions, on peut les matérialiser dans une revue, et ce qui fait que la revue Pouvoirs locaux est une revue qui a aujourd'hui, avril 1989, avril 2024, 35 ans. 35 ans pendant lesquels nous avons visité des lieux. Moi, j'aime bien dire que pouvoirs locaux, aujourd'hui, c'est le pouvoir des lieux, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux qui font les hommes avec un grand H, qu'est-ce qu'on veut dire par territoire, etc. Donc, voilà d'où nous venons. C'est une revue qui, alors je le dis maintenant avec les mots, peut-être en les empruntant à François Julien, un peu inclassable. Nous ne sommes pas une revue à comité de lecture, mais à caractère universitaire. Les abonnés sont beaucoup le monde universitaire, sans être un news magazine. Il y a cette mise en regard de la théorie et de la pratique. Que les plans, les programmations, les projets de loi
soient aussi titillées avec impertinence par ceux qui, demain, vont devoir les appliquer. Donc, ça nous semblait toujours important dans des groupes d'études, et certains parmi l'Assemblée en ont fait partie, d'être dans ce dialogue où on n'a pas les mêmes points de vue, mais on ne va pas s'affronter. On ne va pas non plus chercher à tout prix du consensus, mais on va faire jouer une tension en s'écartant de ce qu'on pense communément. Il y a eu évidemment des grands thèmes, 1989 jusqu'à aujourd'hui, qui reflètent l'évolution de l'action publique, les années 90. Alors j'ai repris, et c'est le document qu'on va vous distribuer, et vous allez sentir que, parce que, alors là, je ne sais pas si c'est de l'auto-flagornerie, mais on nous a souvent dit, vous êtes en avance, on essaie de jeter assez loin des sujets, tout en sachant que si le politique s'en empare, il va s'en emparer un tout petit bout, donc quitte à jeter le pavé dans la mare, autant le jeter assez loin et assez bruyamment. Mais quand j'ai reparcouru pour cette intervention les thèmes, il y a eu 124 dossiers en 35 ans. Il y a des fils conducteurs. Les années 90, le fil conducteur, c'est ce dialogue qui se cherche entre l'État et les collectivités locales. À chaque acte de décentralisation, il y a eu un acte de déconcentration, comme en rapport symétrique, l'un avançant avec l'autre, mais doublonnant de facto l'action publique. Donc, il a été beaucoup question d'administration territoriale de la République. Dès le numéro 2, on parlait de crise de la représentation. Nous sommes en 1989. La promesse de la décentralisation était de rapprocher, selon les termes, la décision, de faire respirer la démocratie locale. On pointe déjà en 89 ces sujets-là. Advient la question du monde rural et de l'objet ville. Ville, rural, comment les deux sont en réciprocité, ne le sont pas, comment ils se structurent. Très rapidement, les années 1994-95, finances locales, attention, fiscalité, où allons-nous? En parallèle, l'exclusion, l'investissement dans les questions d'action sociale. Et puis, fin des années 90, mais ne sommes-nous pas dans un mouvement de recentralisation? Est-ce que ce que l'État nous a confié n'est-il pas progressivement les premiers signaux en train de nous le reprendre? Début des années 2000, il est question, d'ailleurs, il y a un glissement, on quitte un petit peu, alors je ne vais pas reprendre ce qui se passe en termes de législation parallèlement au sujet, parce qu'on essayait d'être en avance, on ne suivait pas forcément les réformes pour y réagir. Mais début des années 2000, on quitte peut-être plus le champ institutionnel et on se déplace vers les politiques publiques, le fonctionnement, transport, mobilité, déplacement, logement, villes nouvelles, les villes sont en mutation. Avant début des années 2010, des thèmes arrivent et sont débattus parce qu'ils nous sont aussi inspirés par des auteurs. La complexité locale. Comment faire avec, jusqu'où s'en accommoder? Parce que pendant ce temps, le millefeuille territorial qu'Elisabeth évoquait précédemment, eh bien, s'est complété. Les politiques publiques, Patrice Durand, qui est un des auteurs aussi phares de la revue Pouvoirs locaux, tirait ce constat que aujourd'hui, le citoyen ne demande plus à la puissance publique seulement de lui construire des routes, de mettre en place des crèches, d'avoir des lycées et des collèges qui fonctionnent. C'est acquis. Aujourd'hui, la demande vis-à-vis de l'action publique, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé, d'avoir des modalités de déplacement qui s'enchaînent, douces, des trains, des TER. Les questions qui sont posées aux acteurs publics ne dépendent un petit bout peut-être par la ville, un petit bout par l'intercommunalité, un petit bout par la région, un petit bout par le département, mais la réponse, elle est à plusieurs, elle était donnée à plusieurs. Or, les compétences des fois s'entrechoquent, ne sont pas toujours liées, et on s'interroge sur cette complexité, ces interdépendances, comment on les gère. Et puis, il y a aussi, au début des années 2000, la montée, on le voit bien, en puissance dans la réflexion de l'articulation, sous l'impact d'ailleurs de l'Union européenne, du tandem région-intercommunalité, région-métropole, les lieux de l'attractivité, du dynamisme,
Certains disent en dehors des métropoles, on en fait des oasis qui sont branchées comme dans un hub à la mondialisation, mais on travaille, on réfléchit à cette articulation région-métropole dans un contexte de mondialisation. Début des années 2010, les thèmes de la sécurité montent en puissance. Et puis aussi, et on s'approche doucement, cette idée que, en fait, on a beau, et j'ai des auteurs, je me souviens d'un auteur en particulier qui me dit, mais on pourrait republier des articles au début des années 2010 qu'on a publiés il y a 20 ans et on les republie sans les toucher. Et la question que l'on traitait, elle n'a pas bougé d'une ligne. Donc, on sent que la réflexion peine à avoir prise. Donc, et Bernard Nikolaïev, qui est un des auteurs de la revue, qui est présent dans la salle, me rappelait tout à l'heure avoir travaillé sur une question en 2000, début des années 2010, même un petit peu avant, parce que le groupe d'études sur principe d'égalité, différenciation territoriale. Comment on essaie, c'était le mot utilisé, par une différenciation territoriale de lutter contre une norme qui s'applique de façon uniforme, alors qu'on a besoin de marge de respiration et que la norme qui a une utilité à l'ouest de la France n'en a peut-être pas au nord. Je fais très simple. Quelle relation entre la norme et l'espace? Donc les thématiques du droit, la territorialisation du droit sont aussi mis en débat, comme le pouvoir normatif territorial. Que serait la capacité, sans aller, parce que quand je prononce cette phrase, généralement on me parle, mais alors vous militez pour le fédéralisme, vous voulez transformer la France. Là n'est pas la question, parce que si on va sur cette question, le débat est clos, mais c'était d'oxygéner la marge de manœuvre qui peuvent être celles de la décision publique et politique au local. Et puis, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop longue, les 10 dernières années, il a été question d'aller à l'essentiel, en dossier simplification, là, d'aller à l'essentiel, de trouver des synchronisations territoriales. C'est avec nos mots, comment on peut s'arrimer les uns avec les autres, les collectivités avec les autres, pour créer des alliances, des réciprocités, ne pas être chacun dans son sillon, comme dans le millefeuille, un étage. Et assez vite, le terme de gouvernance, qui est un mot valise, certes, mais qui a le mérite de transposer, peut-être de dire que la verticalité ne permet plus d'être aussi opérationnelle. On a des contournements de toutes parts, des refus d'obtempérer, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, et par cette gouvernance publique, que l'action publique naît de l'alliance de différents acteurs, le secteur économique, l'économie sociale et solidaire, bien sûr les acteurs institutionnels et au premier chef aussi l'initiative citoyenne. C'est ce que ça veut dire. Donc, on part, et un certain nombre d'articles essaient de trouver le sens de l'action publique par ce terme. Il est question de liberté locale, de subsidiarité, de confiance dans différents thèmes dans les 10 dernières années. Et j'en arrive, parce que ce serait trop long à détailler, à ce qui a motivé aussi, au-delà des rencontres, et des lectures des ouvrages de François Julien, le thème d'aujourd'hui, qui est assez, pour le coup, décoïncident. Je ne sais pas si on le dire, on a créé un écart en vous accueillant, qui n'était pas très risqué, mais devant le constat, alors qui n'est pas récent, pendant un certain nombre d'années, la décentralisation dans les gazettes, on disait qu'elle était au milieu du gué, puis elle s'est retrouvée dans l'impasse. Les sujets sont un peu serpents de mer, on a l'impression d'éternellement recommencer et d'étudier les mêmes sujets et une sorte de lassitude aussi des acteurs de terrain. Alors, il se trouve que, à côté de mes fonctions, j'ai soutenu une thèse en 2017 sur l'imaginaire dans l'action publique locale. Cette thèse, alors on pourrait même en changer presque le sujet aujourd'hui, en tout cas le titre, qui a été dirigée par Jacques Caillos, portait sur les impensés de l'action publique territoriale. Qu'est-ce qui se trame
derrière ces réformes qui font événement. Et Jacques Caillos, à l'époque, m'avait beaucoup incité à vous lire. Ce qui a aussi participé à décrypter cet imaginaire, ce qui travaillait silencieusement derrière l'action publique territoriale. Et j'avais eu à travailler en particulier sur ce que j'appelle l'archipel mythique des récits territoriaux, ce qui s'écrit, ce que le droit écrit notamment. J'en avais identifié 4 et on les retrouve dans le dossier. C'est le récit de l'unité. L'unité, c'est l'uniformité et ça aussi nous garantit l'égalité. Ça, c'est une équation de l'action publique. L'autre, et d'ailleurs, son contrepoint a été de se dire on peut aussi, par la différenciation, atteindre l'unité et l'égalité. C'était une série de débats qui sont encore d'ailleurs d'actualité. Ce qui se trame aussi dans ce que l'on peut lire dans les textes de loi et dans les débats, c'est la question de la proximité. Vous n'avez pas un échelon qui ne veut pas être proche de son usager, contribuable, citoyen, électeur. Elisabeth Mella revient sur l'idée du dernier kilomètre où l'État, effectivement, veut jusqu'à taper à la porte de celui qui peut avoir droit à des aides, ce qui en l'occurrence n'est pas en soi un problème, mais a bâti des stratégies. Le dernier kilomètre elle-même viendra plutôt de la France parce que le dernier kilomètre, c'est très descendant. C'est l'État que le ministère se préoccupe de savoir comment la prime Rénov va être connue au fin fond de la Creuse ou dans tel tour du 18e arrondissement. Donc, la proximité a beaucoup structuré les réformes, les débats. Et deux autres, le territoire pertinent. Ce n'est pas à la recherche du temps perdu, c'est à la recherche du territoire pertinent. À quelle échelle est-il pertinent de déployer une politique publique? Et on voit que ces échelles, d'ailleurs, cette envie de modéliser des programmations, des politiques publiques, bien souvent dépassent les frontières institutionnelles. Ça, c'est à cheval entre deux départements, c'est des cartes qui se recoupent les unes les autres. Quatrième et dernier récit qui structure les impensés, c'est la simplification. Il n'y a pas un texte de loi qui ne veut pas simplifier, lutter contre l'inflation normative. Je rappelle, actuellement se déroule une mission, dite la mission Éric Woerth, qui a été confiée par le président de la République aux députés. Parmi les 5 axes, les 3 premiers sont la simplification de l'organisation territoriale, la simplification des compétences, la simplification et l'adaptation des normes. Voilà. Je pourrais dire les 2 derniers, mais ils recoupent. Donc, je pensais intéressant de rebâtir et de reposer. Vous n'êtes pas tous immergés dans ces sujets-là, mais ça nous conduit doucement à la raison aussi de ce dossier. Et maintenant, et depuis quelques années, on voit qu'on essaie de simplifier, mais ça devient de plus en plus difficile tout de même de piloter des structures publiques. On essaie de garder une unité, mais on se dit qu'il faudrait de la marge et donc différencier. Mais est-ce qu'on différencie pour créer des zones à forte identité ou est-ce qu'on différencie pour créer du commun? Parce qu'on aurait quelque chose à se dire. Vous voyez, j'avance doucement. Le territoire pertinent, c'est d'ailleurs territoire, est-ce que ce n'est pas plutôt des lieux pertinents à voir? La simplification, est-ce que ce n'est pas une mauvaise question parce que il restera toujours quelque chose de compliqué et de complexe. Est-ce que ce n'est pas notre façon de concevoir ce qu'est l'efficacité qui pourrait nous écarter de la simplification et de la complexité? Donc, ce sentiment de surplace, ce sentiment de ne plus avoir prise, en fait, que des réformes se succèdent, mais qu'elles ne changent pas véritablement la donne. D'ailleurs, est-ce qu'il faut attendre des événements qui changent véritablement la donne, comme les réformes? C'est des questions qu'on vous a posées, qu'on a mises en débat dans ce numéro. Donc, pour la rédactrice en chef que je suis, j'avais 2 préoccupations. Comment retrouver de la prise face à des situations hors sol, face à des difficultés
qu'on essaie de résoudre au regard de modèles administratifs, de paradigmes qui sont modélisés depuis longtemps, mais qui sont tout de même déconnectés de la réalité. Et puis, je me suis dit, mais peut-être que tu as un regard trop critique parce que, en définitive, notre pays fonctionne, au sens le plus, dans l'administration fonctionne, nous avons des services publics qui fonctionnent, en dépit de ce qu'on dit ici et là, il faut franchir les frontières pour s'en apercevoir aussi vraiment. Est-ce qu'il se passe vraiment rien? Est-ce que, sous les couches d'injonctions descendantes, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui cheminent, qu'on n'arrive pas à penser, qu'on ne sait pas voir? Donc, c'était ce balancement qui nous a permis de mener cet entretien effectivement dense, d'ouverture, et que je vais peut-être me permettre de synthétiser sans être trop long. Même s'il y a du silence, même si rien ne semble véritablement bouger, puisqu'on se repose toujours les mêmes questions, la simplification, est-ce qu'on va supprimer tel ou tel échelon, qu'est-ce qu'on va faire en matière de finances locales, est-ce que peut-être qu'il y a quelque part des choses que l'on n'entend pas cheminer? Et est-ce que cette observation sur ces transformations silencieuses, elle s'applique à notre sujet? Est-ce qu'il y a des transformations silencieuses en matière de décentralisation, d'aménagement du territoire, de gouvernance publique? Qu'est-ce qui fait son chemin en dehors des projets de loi débattus et du bruit sur la scène parlementaire? Et puis, ce qui m'a semblé intéressant au cours de l'entretien que vous nous avez donné, c'est que dans ce silence, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui doucement cheminent. Et est-ce que ce qui chemine ne pourrait pas constituer des amorces de changement? Je sais que ce terme n'est pas dans votre vocabulaire, mais je le dis à ma façon, qui nous éviterait d'être dans des conflits stériles où l'État s'oppose aux collectivités dans un jeu je t'aime moi non plus et les collectivités s'opposent à l'État, où on opposerait la dépense publique locale au déficit public national. Ce n'est pas de ma faute si c'est votre faute, etc. etc. Peut-on retourner la transformation silencieuse en concept d'une conduite à la fois personnelle pour les acteurs publics et politiques, là en l'occurrence, c'était une des questions qui m'attire. Vous m'avez dit, oui, à condition de penser une pratique de l'infléchissement, une gestion par induction plutôt que par programmation. Et là, dans cette tentative toujours de quitter théorie et pratique, j'ai pensé à de nombreux directeurs généraux de services que je rencontre, qui des fois sont troublés par rapport aux injonctions contradictoires. Ce qui peut constituer une ressource pour eux, c'est plutôt que de projeter son action sur le cours des choses, et ce qui est du domaine de la gestion, j'allais dire, par programmation. On a un modèle idéal, telle politique publique devrait avoir tel contour, devrait répondre à telle injonction, mais plutôt de procéder par induction, d'engager discrètement des processus de transformation, de faire confiance au pouvoir de la maturation. J'imagine que vous y reviendrez. Et c'est ce que nous avons demandé aux auteurs qui ont suivi cet entretien, avec vos mots, transformation silencieuse, écart, fissure, évasif, des coïncidences, de l'antre, de l'incommensurable, de l'inouï, d'essayer de faire jouer ces notions avec leur propre discipline. Je ne sais pas si je suis dans les temps, je peux poursuivre. Je vais me permettre de relever dans l'entretien peut-être ce qui éclaire ceux qui vont vous lire et ceux qui sont aujourd'hui à notre écoute. Je vous ai posé une question parce que ce sentiment d'avoir une déprise, une difficulté à penser ce qui est en train d'arriver, je vous ai demandé est-ce que nos catégories théoriques nous désarment plus qu'elles ne nous arment pour lire le monde tel qu'il va. Alors le monde à différentes échelles. Et vous m'avez confirmé que le détour qui était le vôtre depuis de nombreuses années par la langue pensée chinoise, c'était une prise pour justement aller interroger ces impensés.
Et on a essayé de savoir est-ce que dans les impensés de l'action publique territoriale, on pouvait avoir prise. On sent bien que notre outillage, effectivement théorique, n'est pas forcément suffisant pour penser le contemporain, et que la langue de lettres, sur lequel je vous ai demandé de me dire, mais qu'entendez-vous par langue de lettres, cette langue qui est celle de la langue de l'Europe, cette langue qui a ses racines dans l'Antiquité aussi grecque, qui structure notre façon de raisonner et de penser, et qui procède par un modèle, par arché, par modélisation, qui a toute sa valeur, toute sa pertinence, mais qui se bute à des impasses, ou nous entraîne vers des impasses pour saisir un moment contemporain qui peut-être peut être aussi abordé par d'autres biais, en oblique et peut-être moins frontalement. Ce qui, je pense, un lecteur peut trouver dans votre entretien et dans ce qui suit, c'est cette idée qu'on peut retrouver prise, on peut rouvrir des possibles, à condition d'abandonner les oppositions, probablement, il y a un contre et il y a un pour, de passer entre les veines, entre les os, pour aller créer de l'écart et avoir un espace qui mette en regard, en dialogue, en conversation, plutôt qu'il n'oppose et que chacun regarde dans son couloir. Et c'est vrai que l'action publique territoriale, les acteurs sont dans des couloirs. C'est une société locale en couloir. Le département a ses compétences, il regarde dans ses compétences, la région, etc. Les mises en regard, c'est à la fois Paris qui regarde plus toujours la province, mais la province elle-même ne veut plus regarder Paris. Et à l'intérieur d'une région, la région n'a pas tellement envie de regarder le département ou l'y fait par obligation. Et etc. Entre tous l'échelon, on a ses propres compétences, on tente de se chaîner, mais les rapports de force politique, les intérêts à agir ne nous mettent pas forcément dans une bonne position de regard. Or, c'est ce qui peut, et ce que vous développerez sans doute ensuite, créer un commun intensif, pas un commun où on vit côte à côte, un commun où on quitte son smartphone et on se regarde si on l'applique au couple, si j'ai bien retenu cette image. Ce sont des scènes qui me marquent beaucoup sur les terrasses de café, sur les terrasses de restaurants. On ferme la parenthèse. Donc, si j'y vais frontalement, me dites-vous, il y aura des dégâts, cela ne changera pas vraiment la situation. Alors que si je retrouve du biais dans la durée, je peux peut-être, par rapport à une situation complexe, dite complexe à affronter, je peux la faire tourner. J'aimais bien cette expression, elle peut être utile aussi à ceux qui agissent. Je peux la faire tourner dans mon esprit pour voir par où je pourrais m'y prendre sans trop brusquer. Et comment je pourrais, dites-vous, me faire un chemin à travers elle en ayant le moins possible à forcer. Je cherche d'abord à m'infiltrer discrètement dans la difficulté pour commencer à trouver, à évoluer en elle, d'y introduire du jeu, au lieu de débuter de façon tranchée. Je cherche comment amorcer. Et rouvrir des possibles, c'est comment amorcer quelque chose, comment reprendre de l'initiative. Et je crois que dans les territoires, les acteurs locaux ont cette frustration de ne plus avoir de marge d'initiative. Parce que les injonctions, les tableaux de bord Excel, on l'avait abordé, sont nombreux, la norme est nombreuse. Autre élément que vous allez souligner qui a été repris, c'est si je veux retrouver de l'initiative et si la loi, la norme, la lecture des finances publiques ne me les donne pas, peut-être que je peux tout simplement m'interroger sur le potentiel de situation du lieu à partir duquel il faut que je réamorce de l'initiative. Et ce potentiel de situation qui, lui, il n'a pas de recette, il n'est pas modélisé, il n'est pas projeté, mais il y a là les ferments, les germes de ce qui peut être possible, qui n'est pas seulement de se différencier par rapport à autrui. Je ne suis pas là, je ne vais pas réamorcer du potentiel de situation en affirmant ma différence, peut-être mes singularités. Travailler les singularités pour faire émerger
effectivement un potentiel de situation, en tout cas le faire fructifier, le faire vivre à plusieurs. Là aussi, les lecteurs qui sont habitués chez nous et les acteurs territoriaux à évoquer le concept de différenciation territoriale, je pense, auront un autre éclairage quand vous dites la différence, si j'ose dire, laisse tomber l'autre. La différence ne peut produire aucun commun, c'est ce que je viens de dire, elle affirme. On, on ne maintient pas en regard. Je suis différent, on n'a plus grand-chose à se dire en définitive. Mais vous substituez à cette notion de différence et dans notre univers de différenciation, j'y reviens, cette notion d'écart qui fait l'inverse parce que elle met en regard deux termes, les maintient, elle creuse, elle met de l'oxygène en maintenant en regard. Et c'est dans cette tension que se produit du commun intensif. Donc, de cet entretien qui est très long et que j'en ai pointé que les affleurements qui peuvent peut-être le plus parler à ceux qui nous lisent habituellement, il y a eu des échos, des renvois à travers les articles qui ont été cités en introduction, celui de Jacques Caillos, effectivement, pourquoi et comment activer le concept de décoïncidence en droit. Je vais l'évoquer très brièvement parce que là aussi, il a une certaine densité. Il a esquissé ce qui pourrait être une topographie juridique de la décoïncidence. En partir de deux thèses. La première, il est parti du droit positif, en se disant, mais la représentation la plus courante qui en est faite, c'est un pur produit de la coïncidence, qui s'affirme dans la problématique de l'unité. En fait, le droit positif est garant d'une unité. Et lorsqu'il est garant, il est prêt à écrire à jouer avec beaucoup de représentations, beaucoup d'impensés pour garantir cette unité, alors même que la deuxième thèse, c'est que cette construction juridique trouve ses limites parce que le droit qui s'applique, le droit que le juriste met en œuvre au quotidien, il est presque tout sauf unitaire. Il y a un imaginaire d'un droit unitaire que l'on veut conserver unitaire, qui est écrit pour être unitaire, et il y a la pratique du juriste. Il y a une phrase que j'ai soulignée. Pour le juriste, décoïncider, c'est se déplacer, passer de l'être, donc du modèle, du droit unitaire, au faire juridique. Se dire que l'important ne se joue pas tant du côté de ce qu'est ou est censé être le droit que du côté de ce qui se fait réellement. L'État, dit-il, est une fiction du droit produite par les juristes qui se sont produits en tant que juristes en produisant l'État. C'est une adéquation qui retourne sur elle-même. Son interrogation, n'y a-t-il pas quelque chose de rassurant dans l'idée d'un système ordonné autour de l'image, la fameuse image, la pyramide, de sa propre unité? On se rassure parce que ça semble le jardin à la française, extrêmement bien dessiné, qui nous garantit l'unité. Et le droit, nous dit-il, en faisant jouer le concept de décoïncidence, c'est bien plus que du droit regardé comme pure technologie. Et il invite à se déprendre d'un discours académique qui est toujours dominant, une doxa qui n'en finit pas de justifier l'indexation du savoir juridique légitime sur les seuls montages techniques du droit, alors qu'il se transforme aussi, bruyamment des fois, mais silencieusement dans la pratique. En écho, c'était rappelé, François Julien, un article qui fait écho à une communication, permet de poser la question, est-ce qu'on peut penser un droit souple au plus près des territoires? Alors, le droit souple, dans notre univers de lecteurs et d'acteurs, c'est souvent un moindre droit. Un droit qui n'est pas tout à fait du droit, parce que c'est un droit évanescent,
évasif qu'on a du mal à saisir. Et vous essayez de proposer une pensée positive, du souple, qui n'en fasse pas qu'un défaut d'être, un moindre droit, mais qui puisse contribuer à un renouvellement de la pensée du droit, qui devient peut-être opportun aujourd'hui. Pourquoi vous posez cette question? Parce que une première raison, c'est que ce droit mou, ce droit souple, son entrée dans le cadre de la pensée du droit serait peut-être qu'il gagnerait en efficacité. Cette forme d'efficacité développée dans la pensée chinoise de la stratégie. Pas l'efficacité telle qu'on peut la concevoir peut-être spontanément dans notre façon d'envisager les choses, qui se garde cette efficacité-là d'ériger un plan pour y appliquer de l'action, mais pour pouvoir s'appuyer de façon souple sur, autre terme aussi, je pense, qui peut créer ressources, sur des facteurs porteurs qui se découvrent au fur et à mesure sur le terrain. Les décrets, les textes de loi ne prévoient pas des situations en train de se dérouler. Il y a des facteurs porteurs, effectivement, sur le terrain qui nécessitent de faire évoluer la situation engagée de façon favorable. Et vous avancez l'idée que ce droit souple peut y aider. Vous écrivez, si on pense aujourd'hui le droit souple, c'est qu'on sait que le droit change. Il a beau vouloir fixer une idéalité, sa vocation est de changer sans cesse pour s'adapter. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire changer? Quand on dit que le droit change, et peut-on le penser, continuer de le penser totalement dans la langue de l'être? Bien sûr, un juriste vous dira, et vous avez posé la question, mais jusqu'où le droit peut-il s'aventurer à sa limite pour s'ouvrir, pour ouvrir de nouveaux possibles? C'est une question sur laquelle on pourra revenir. Alors, je suis troublée parce que l'auteur du prochain article vient de nous rejoindre dans la salle, Elisabeth Mella. Elle en parlerait mieux que moi. La décentralisation peut-elle décoïncider? Alors, Elisabeth est une juriste. Il y a beaucoup de juristes dans ce numéro. Mais comme on l'a un peu travaillé ensemble, elle m'arrêtera, elle me reprendra si je me trompe. Il s'est agi de repérer les facteurs originels du rabattement de la décentralisation, des facteurs plus récents. Et puis la deuxième partie était de se dire qu'est-ce qui peut ouvrir la décentralisation. Les facteurs originels de rabattement, il y en a principalement deux. L'approche fondamentalement administrative du processus de décentralisation. Je le dirais simplement, l'administration des collectivités territoriales, dans la Constitution, elle est énoncée certes comme libre. Il est question de libre administration, mais il n'est pas question de libre gouvernement. La décentralisation n'est pas une question politique, c'est une question d'organisation administrative. Et on peut dire que les territoires des collectivités territoriales sont administrés. C'est un facteur de rabattement de la décentralisation. Le second, c'est un fort attachement au principe d'égalité. Il y a une ambiguïté originelle. Comment penser la décentralisation dans un État qui lui-même se pense unitaire? Il y a aussi, ça renvoie à cette question-là, un attachement fort au principe d'égalité. En principe, les communes, les départements, les régions, les collectivités de droit commun, retenues dès le début de l'alinéa 1 de l'article 72 de la Constitution, sont organisées chacune de la même manière et sont dotées des mêmes compétences, même si on sait qu'il y a des exceptions à la règle. Dans les facteurs de rabattement actuels, Elisabeth Mella en détermine principalement deux. L'intégration des groupements de communes, l'intercommunalité, dans le champ sémantique de la décentralisation. Communément, quand j'interroge mes étudiants sur les niveaux de collectivité territoriale, ils me disent commune, intercommunalité, département, région. L'intercommunalité, ce sont des établissements publics de coopération intercommunale. On rentre dans le champ sémantique de la décentralisation, mais on ne parle pas de la même chose en droit. Autre facteur de rabattement, la mise en avant d'un droit à la différenciation. Nous en avons dit quelques mots. Ce droit à la différenciation
et là, Elisabeth reprend vos réflexions, je la cite, une approche par la différence, par les différences, sous-entendu par la différence au regard du droit commun des collectivités territoriales, ne saurait permettre aux territoires décentralisés de déployer toute leur richesse. C'est une approche par défaut. En appuyant sur la différence, ici la différenciation, le législateur, certes, rompt avec l'application uniforme de la norme, mais l'approche y est d'abord identitaire, assignante, plus que reliante. Elle promeut ou encourage une opposition entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Elle ne les met pas en regard. C'est confère ce que j'ai dit plus haut. Et puis, l'affaiblissement du lien entre le citoyen contribuable et les collectivités territoriales, facteur de rabattement. Qu'est-ce qui peut ouvrir? Qu'est-ce qui peut ouvrir une attention prêtée aux écarts? Parce que cette décentralisation, c'est une question qui est posée. Est-ce qu'elle peut se déployer à partir de ce qui constitue aujourd'hui un véritable millefeuille administratif? On est collés les uns aux autres. Il n'y a pas d'écart dans un millefeuille. Et pour exister, un écart suppose qu'un espace soit laissé. Qu'est-ce qui peut ouvrir la décentralisation? Deuxième piste, c'est l'encouragement à une décentralisation ascendante qui passe plus par la prise en compte, je l'ai dit, Elisabeth, j'ai déjà abordé ce sujet un peu avant, sur la prise en compte du premier kilomètre et le déploiement de ressources propres des collectivités. Cette prise en considération du premier kilomètre paraît fondamentale parce qu'elle favorise une décentralisation ascendante, apte à permettre un écart fructueux avec le centre. Le premier kilomètre, lui, il part du lieu. C'est une amorce pour retrouver de l'initiative. Ce n'est pas le dernier kilomètre qui est pensé par les bureaux parisiens, je me répète un peu. Au final, nous dit-elle, pour permettre à la décentralisation de décoïncider, il est indispensable de sortir du schéma que la décentralisation est une manière d'être de l'État. Vous voyez qu'on reboucle par rapport à la décentralisation, réforme de l'État. La décentralisation qui décoïncide, qui décoïnciderait, n'est pas une manière d'être de l'État. La décentralisation qui coïncide est celle qui part du territoire des collectivités territoriales et sans doute plus encore du lieu des collectivités locales. Et afin très rapidement, je peut-être les lirai ensemble parce qu'ils se font écho, la dernière partie de ce dossier, radicalité et décoïncidence, Isabelle Frondon et Laurent Carayol, dans un lieu, le plateau de Millevaches. La décoïncidence se découvre, nous dit Isabelle Frondon, comme une radicalité, au sens d'une capacité à opérer des transformations essentielles à la racine. Cette radicalité, elle en décline différentes définitions, elle en retient une, c'est-à-dire la capacité à opérer des transformations profondes qui remontent à la racine, mais qui sont entendues ici comme source ou ressource, pas affrontement. Ce n'est pas la radicalité affrontement. C'est une radicalité qui favorise des écarts avec des situations de blocage. Quand on est dans le blocage, eh bien, cette radicalité, elle invente de nouvelles voies qui dessinent des mutations à venir. On tourne le dos à des enracinements au sens identitaire du terme. C'est une radicalité non réactive, mais réflexive, qui nourrit un geste créateur qui ouvre de nouveaux possibles. Et cette radicalité, là, elle est mise en pratique, elle est ras de vie, puisqu'elle est dite et elle est écrite depuis une commune, Saint-Martin-Château, 150 habitants, dans le sud du département, 10 km du lac de Vassivière. Et le maire qui est élu, nous décrit-elle, depuis 2014, sans étiquette politique, mène avec le conseil municipal sa forme de radicalité, sa forme d'écart, avec des actions qui visent à redonner vie à cette commune, qui ne cesse, comme beaucoup, de voir disparaître sa population ou de voir augmenter en nombre les maisons abandonnées. Donc là, soit on crie, mais que fait l'État? Nous sommes perdus. Et là, en fait, il est écrit, et la façon dont on peut fissurer cette situation, une fissure qui s'entend comme geste démocratique, qui déjoue, alors là, toute forme de hiérarchie, qui prend en compte la pluralité humaine des habitants de ce village, et fissurer
Ce n'est pas fracturé, c'est plutôt très concret. Racheter une maison plutôt que de la laisser tomber en ruine. Proposer aux habitants de confronter leur point de vue plutôt que de s'enfermer dans des oppositions. Et chaque fois, prendre le risque d'initier de nouvelles pratiques. Alors, il faut du temps, ou plutôt de la durée, pour agir. On ouvre une brèche, on fait advenir quelque chose, on repossibilise une situation pour éviter la fracture et faire en sorte que des changements se produisent à moyen et à long terme. Et les résultats, nous dit-elle, sont là. Et je trouve qu'aussi, elle a cette dernière expression, bien que je vais très vite sur son écrit, qu'elle aime rappeler les vertus du minuscule, comme de la marge. C'est la marge qui fait tenir les lignes. C'est le minuscule qui peut être le laboratoire de ces réouvertures du possible, auxquelles fait écho Laurent Carayol en aussi évoquant les populations qui arrivent sur celles qui partent, celles qui doivent coexister, qui n'ont pas beaucoup de liens, mais qui retrouvent parce que justement, elles créent un écart et se mettent en regard des possibles dans des territoires que l'on croyait, si ce n'est perdu, mais très isolés, en tout cas à la marge de beaucoup de possibles. Voilà, je suis allée sans doute trop vite, j'espère avoir été claire. C'était un avant-goût, une envie de vous emparer de cette lecture et qui, en tout cas, déjà à titre personnel, m'a beaucoup oxygénée. J'espère que je vous l'ai fait percevoir et je pense que François Julien peut réagir à cette présentation et je sais que dans la salle, il y aura sans doute une conversation qui va s'initier parce qu'il est question aussi de faire pénétrer un concept de philosophie dans des pratiques politiques, d'engager l'un dans l'autre. C'est notre première tentative. Merci vraiment cette occasion. C'est important pour nous parce que, en tant que philosophe, on cherche non pas de l'application, mais du terrain. Et découvrir qu'effectivement, votre chantier, hein, dans l'administration des territoires, pourrait être un terrain où, disons, les concepts que nous essayons de promouvoir ici puissent se mettre à l'épreuve et disons, se réfléchir à nouveau. C'est ça qui m'importe surtout. Alors, je vais dire deux mots. On n'a pas 35 ans d'âge, on en a 4. L'association s'est créée il y a 4 ans. Et il me semble que l'expérience qu'on a acquise progressivement, François, tu t'es accordé là-dessus, c'est que nous étions tentés de plus en plus d'ouvrir des chantiers. C'est-à-dire de voir quels seraient des terrains pertinents où nous pourrions intervenir avec ce souci de philosophes qui veulent être des philosophes engagés. Alors, il y en a un terrains qui ne sont qu'amorcés encore actuellement, qui est celui de la désaddiction, sortir de l'addiction, un problème social aujourd'hui très important, et comment, disons, réinterroger cette pensée trop facile de sortir de l'addiction, une sorte de vœu pieux comme ça, ou de miracle à attendre, pour penser comment procéder. Et donc amorcer, comme vous l'avez dit, quelque chose qui serait une décoïncidence par rapport à la coïncidence addictive et traumatique qui se trouve comme ça impliquée. On a été amené à ouvrir un second chantier parce qu'il importe, c'est que c'est venu du dehors. Ce n'est pas nous qui avons pas d'initiative ou de capacité à découvrir des terrains. C'est plutôt en réaction. Et cette fois-ci, c'est Elisabeth Mella qui a été l'initiatrice ou je dirais l'amorceuse de notre rencontre. Est venue du monde de l'INRAE concernant la crise climatique et la crise alimentaire. Et un livre va paraître le mois prochain sous le titre « Une recherche décoïncidente » pour essayer de penser la crise climatique et la crise alimentaire. Il y a un proverbe, c'est des plans très divers qui ne se rencontrent pas. Dieu et ET, des coïncidences, c'est un chantier que nous avons ici, avec aussi une publication en vue. Tout ça collectivement
Et puis, tout récemment, par rapport on ne peut pas l'éviter, l'intelligence artificielle, et parce que les personnes de l'association sont compétentes dans le domaine et donc peuvent. Voilà. Et donc, moi, je suis ravi qu'il y ait ce chantier dont je pense qu'il ne fait qu'en fait que commencer entre nous, qui est par rapport à à la décentralisation et des territoires. Alors, ce sur quoi qui est un peu le mot de la fin de notre entretien, ce qui pouvait le justifier, c'est que si on dit décentralisation, quel est le sens de ce dé, du préfixe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dé au sens, le 10 du latin, est-ce que c'est dé au sens de faire l'inverse? Donc, on centralise, on décentralise, tantôt les Girondins, tantôt les Jacobins. C'est un peu l'impression que ça donne aussi. Ou est-ce que dé peut signifier autre chose que dit aussi le latin dans 10, comme autre possibilité qui est ouvrir un écart? Et dans ce cas-là, décentralisation signifie autre chose, non pas faire l'inverse de la centralisation, mais ouvrir un écart dans la centralisation pour, je m'en du possible, et remettre la société en chantier. Alors, c'est là-dessus que nous sommes rencontrés. Je vais peut-être faire deux choses très rapidement, parce que je pourrais qu'on puisse en discuter collectivement. C'est d'une part revenir sur deux, trois points de votre propos, et puis interroger, oui, effectivement, votre titre, pouvoirs locaux. Comment ça peut se penser? Donc, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'un lieu aussi? Et lieu, territoire, et puis la question, je crois que dans laquelle on est tous, n'est-ce pas? Mais tous, c'est-à-dire collectivement, toute la société française, c'est, disons, comment profiter du commun. Alors, dans ce que vous avez dit, je crois qu'il y a quelque chose qui paraît important, qui est reprendre pied ou trouver prise. Bref, l'idée que quelque chose nous échappe et on aimerait pouvoir voilà, réaborder effectivement les situations dans lesquelles nous sommes engagés. Alors, il me semble que l'intérêt qu'il y a peut-être à croiser des perspectives dites au départ de la langue ou de la philosophie, c'est que effectivement peut-être qu'il y a un certain épuisement des catégories de l'être. Je crois que c'est, disons, peut-être un point à travailler encore, qui est qu'au fond, la langue de l'être, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assigne et elle détermine, les deux. Déterminer, assigner. Donc elle fixe, et par là, elle a son effet positif, bien sûr, qui est d'établir, de construire. Bon, c'est évident. Mais peut-être qu'effectivement, quelque chose de cette langue de l'être n'a plus pris vraiment aujourd'hui, ce qui impliquerait de croiser, non pas d'y renoncer ou de la renier, mais de la croiser d'autres choses qui pourraient être justement échappant à cette prise de l'être, ce que j'ai essayé d'appeler l'évasif ou le souple, enfin toutes ces modalités qui ne sont pas contraintes dans la langue de l'être et qui peut-être auraient l'intérêt de donner une prise effective. Et donc l'action d'efficacité, effectivement, me paraît essentielle. Et peut-être aussi l'écart entre efficacité et efficience. Au fond, ne nous rêvons plus comme des êtres efficaces, donc avec ce que l'héroïsme ça implique, et disons l'imaginaire aussi que ça mobilise, mais l'efficience, c'est plus attribué à quelqu'un. On n'est pas efficient. On ne peut pas être efficient. Simplement, l'efficience, par immanence, s'active, s'actualise, bref, fait son travail. Et il me semble qu'il y a de cela dans, disons, ce qui peut être réclamé par d'autres contemporains. Alors, je vais être rapidement sur trois points. Je me suis intéressé sur votre titre, donc pouvoirs locaux. Pourquoi ce titre? Alors, je ne vais pas revenir sur pouvoir par rapport à puissance. La philosophie a bien travaillé là-dessus, mais ce pouvoir est pouvoir mis au pluriel. Alors, on sait la vertu du pluriel. Elle est double. Soit le pluriel, c'est d'ennoblissement, mes appartements, soit le pluriel, c'est l'inverse, c'est-à-dire le concret. La liberté, les libertés. La liberté, on ne sait pas très bien ce que c'est, en tout cas, on peut s'interroger dessus, mais les libertés, oui, on sait quand on y tient ce qu'on veut, disons, défendre. Alors, il me semble que si j'entends pouvoirs locaux, je me dis, il y a bien un pouvoir au pluriel. C'est un pluriel donc de diversité, j'imagine, pour repérer dans toutes les instances où ça se situe. Et puis, j'imagine aussi un pluriel d'effectivité, où effectivement ça se situe et quel pouvoir peut être en jeu. Alors, la question que je me suis posée à partir de là, c'est au fond, que signifie local? Pouvoirs locaux. Je trouve à la fois qu'il y a un point fécond et, disons,
peut-être une, disons, difficulté à traverser. Le point fécond, c'est que, prioritairement, je dirais même ataviquement, on pense le pouvoir comme central. C'est la logique même du pouvoir. Et même si le pouvoir est local, il faudra se centraliser à nous. Je crois qu'on a du mal à dissocier dans notre imaginaire, que vous disiez, le pouvoir de la centralité. Donc dire pouvoir locaux, ça signifierait non, il faut penser une autre forme de pouvoir qui ne soit plus comme ça, rêvant de centralité et donc de s'imposer par cette situation de centralité, mais au contraire, prenant en compte, sans la renier, cette dimension de localité. Donc je pense que là, il y a une fécondité qui réinterroge le pouvoir dans ce qu'il contient en lui de ce rêve de centralité que je crois est, disons, constitutif chez lui. Le risque, ce serait d'enfermer le local dans sa corrélation avec le global. Local-global, c'est un vieux rouage de la philosophie, et que la mondialisation, globalisation a de nouveau restauré, car il me semble qu'un lieu, ce n'est pas du local, pour dire la chose de façon un peu tranchée, ou si on pense le lieu comme étant du local, qui paraîtrait son adjectif, disons, implicite, eh bien peut-être qu'on perd ce que peut être un lieu, et c'est là-dessus que je voudrais dire un mot, qui sera évidemment que très allusif. Je pense que c'est un lieu. Un lieu, c'est une singularité. Une singularité, et je dirais autant le local, si je le mets en rapport avec le global, est rabattu, autant il me semble que si on libère le lieu de ce local renvoyant au global, alors un lieu est immense. C'est-à-dire, c'est en fait une dimension en elle-même infinie. Et je que la notion de lieu est une notion qui devrait être beaucoup travaillée aujourd'hui, parce que euh, le lieu, c'est d'abord le lieu de l'effectif. Les lieux, ça se désigne ici, là, là-bas. Tout ce qu'on fait du latin le savent, n'est-ce pas? Donc, ça te montre du doigt le lieu, un déictique, n'est-ce pas? Ce lieu. Donc, à la fois un lieu et puis ce lieu. Donc, il y a quelque chose qui est. On est d'emblée dans l'effectif avec la notion de lieu. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est à repenser, donc par sa force de singularité et parce que je vais essayer d'appeler son caractère incommensurable. Il n'y a pas, je crois, de commune mesure qui vienne comme ça recouvrir, enchâsser la diversité des lieux. Chaque lieu, éprouvant sa singularité, disons, se révèle incommensurable, c'est-à-dire en hiatus, c'est-à-dire non pas totalement contigu avec les autres lieux. Je pense que l'expérience du voyage, c'est ça. Voyager, c'est éprouver l'incommensurabilité des lieux, et disons, même si le trajet continue, eh bien, j'évoque dans un bouquin, quand on va en Bretagne, ben, on vit quelque chose qui est de l'ordre de la coupure, ou disons, de ce qui n'est pas en tout cas totalement bord à bord, et qui se révèle à nous comme étant l'importance du voyage, et les grands, disons, auteurs, penseurs, écrivains du voyage ont évoqué cela, je crois, de façon à l'envers du tourisme, si vous voulez. C'est ça qui me paraît important, c'est cette incommensurabilité des lieux, tels que... Donc un lieu n'est pas seulement immense, il est aussi incommensurable. Je crois que c'est ça qui me paraît important à, disons, à réfléchir. Et quand on dit incommensurabilité, ça signifie donc qu'il y a une fissure, tout n'est pas bord à bord, il y a du hiatus, et ce hiatus est infini. Hein, comme les nombres incommensurables, n'est-ce pas, sont dans disons, un hiatus, un point de suspension, n'est-ce pas, qui n'en finit pas, qui ne se laisse pas rabattre, donc. Alors, ce qui me paraît important dans le lieu, c'est son couplage avec le moment. Au fond, on a l'espace d'un côté, le temps de l'autre. Il y a cette sorte de chose un peu atavique que nous avons dans la pensée, c'est que les deux vont ensemble. Déjà, la physique, le quatrième livre de la physique d'Aristote, d'abord l'espace et après le lieu, après le temps, c'est comme ça. Mais il me semble qu'il y a deux termes qui, se découpant et dans l'espace et dans le temps, sont des termes féconds, le lieu et le moment. Parce qu'ils sortent du quantitatif. On dit un bon moment, on ne demande pas combien de temps dure le moment. Mais un bon moment, ça se creuse, n'est-ce pas, indéfiniment. De même pour le lieu, ce n'est plus de la superficie, ce n'est plus de l'étendue, de cette singularité du lieu, c'est quelque chose qui s'éprouve, s'approfondit, bref,
qui me paraît, au fond, nos vies s'activent, je crois, ou s'actualisent de ce que se qualifie, plutôt se qualifie de ce qu'elles sont d'expérience et de lieu et de moment, qui nous sort donc des aplatissements, des rabattements qui seraient seulement de l'étendue et, disons, du temps. Alors, la question que je me suis posée, parce que j'ai eu l'occasion de réfléchir à un autre essai, c'est le rapport entre lieu et paysage, bien sûr. Et je voudrais être plus précis et donc vous interroger. Au fond, la question qui se pose au fond dans les communes de France, j'imagine, toutes les communes, toutes, est-ce qu'elles sont à même de produire du paysage? J'imagine que le conseil municipal pourrait peut-être réfléchir là-dessus. Au fond, parce que pays, paysage, vous savez, c'est la langue qui le dit, la langue européenne. Pays, c'est paysage, c'est, comme dit le dictionnaire, un morceau de pays que la nature, pour expression magnifique, présente à l'observateur. Quand idée de sujet-objet, et donc la nature nous offre un fragment de pays parce que la position de sujet découpe un horizon, horizon en grec, définition donc par rapport à la position dans laquelle je suis, et ça fait du paysage. Bon, toute autre expérience dit non, un paysage c'est pas ça. La peinture de paysage a aussi bien montré. Et donc, qu'est-ce qu'un paysage? Alors, il y a une réponse classique et qui n'est pas des auteurs les moindres, puisqu'elle est dans Baudelaire aussi. Un paysage, c'est un assemblage. Enfin, donc, l'idée d'une somme d'aspects qui, parce qu'ils se convergent, parce qu'ils se confirment, eh bien, font paysage. Personnellement, je me suis un peu écarté de cette pensée-là pour penser le paysage sous forme de tension. Et là, la pensée chinoise m'y a un peu aidé, puisqu'elle dit paysage, pour dire paysage, montagne et eau, le haut et le bas, l'immobile et le mobile, ce qui informe, ce qui n'a pas forme, ce qu'on voit, ce qu'on entend, bref. En fait, c'est comme ça, une convergence de tension. Alors, si on pense le paysage ainsi, ça décale quelque chose d'essentiel, je crois. C'est que, disons, la perception qu'on a traditionnellement ou facilement, c'est on pense le paysage sous l'angle de la vue. Et on dit un beau paysage. Je me demande si l'expression est juste. On le dit tous, hein. On sait pas, mais un beau paysage. Je pense qu'une belle vue, comme on dit belle vue, n'est-ce pas? C'est maintenant le toponyme, belle vue. Mais beau paysage me paraît pauvre, parce que ça fait que le paysage n'est de l'ordre que du spectacle. Vous savez, c'est le spectacle, quand je dis ça, je pense à Pétrarque, qui a écrit la première page en Europe sur le paysage, du haut du mont Ventoux. Et il dit spectaculum, c'est le mot-là parce qu'il écrit en latin, donc c'est spectacula. Enfin, c'est donc les spectacles, ce qu'on a sous les yeux, et on voit jusqu'à la mer, enfin bon. Mais est-ce qu'un paysage, c'est cela? Ce que j'ai un peu appris de la pensée chinoise, c'est qu'il faudrait peut-être passer du paysage comme vue, objet que la nature présente à l'observateur, au paysage comme vivre, aux sources de vivre. Comme disent les peintres chinois, les plus beaux paysages, c'est ceux dans lesquels on veut circuler, évoluer et où on veut habiter. Donc, si je retourne la question vers toutes les communes de France, la question deviendrait, est-ce que, disons, il n'y a pas une question à se poser qui est comment faire de là où on est, de ce lieu, du paysage, quel que soit ce lieu. Pas forcément quelque chose qu'on dit, ah, c'est un beau paysage, ou à l'inverse justement des cartes postales. Comment remettre de l'attention qui active la vie? Comment ouvrir de l'écart, mettre en tension, faire apparaître de l'encre. Enfin, là, vous voyez, je retrouve un peu mon mécano. Mais disons, voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui se pose pour nous comme question, disons, précise. Comment penser les paysages qui ne sont pas des cartes postales? Parce que ça ennuie tout le monde, des cartes postales. On n'a pas envie d'habiter des cartes postales. Donc, la question, c'est, je crois, question pour toutes les communes, de se penser en lieu et en lieu qui puisse promouvoir un paysage, en paysage à vivre. Et pour les fameux beaux paysages, comme le disait Isabelle, plus beau village de France, pensez comment ils perdent cela. Enfin, ils perdent, parce qu'ils deviennent effectivement carte postale. Moi, j'évoque dans mon dernier bouquin ma visite, alors je dis le lieu parce qu'il s'agit de lieu, Salers, dans le Cantal, je crois. Hein. Bon, tout est fléché pour qu'on aille à Salers. Salers a 2 étoiles dans le guide vert. Bon, il faut aller à Salers. Et quand on va à Salers, on est totalement désespéré.
parce que tout a été badigeonné, tout a été, disons, indiqué, pris en charge, programmé. On sent tous les budgets qui ont été fléchés pour s'accumuler dans cette chose. Le reste n'existe pas. Mais disons, tout ce qui est aménager les cases à cocher. Pour moi, la coïncidence, c'est ça. C'est qu'on coche des cases. Et donc, c'est totalement ennuyeux, et je dirais même invivable. Donc, la question, elle est double. Pour les communes qui se croient déshéritées, pauvres, pauvres de paysages, de penser comment elles peuvent effectivement activer du paysage en elles, et cela donc par cette mise en tension qui fait que, bah oui, quelque chose s'active et s'activant fait vivre. Ça. Et puis, en sens inverse, n'est-ce pas, les lieux décrétés beaux, bons, bons lieux, dans la tête bon lieu, bon lieu, c'est ça, hein, eh bien, qui s'inquiètent sur cette qualité comme ça qu'ils s'attribuent, puisque peut-être, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, selon je dans le Luberon, savoir que c'est des villages totalement morts, ça, même s'ils sont remplis de bus et de. Parce que c'est des magasins qui ne vendent rien d'intéressant, parce que tout est dans le shopping, tout est dans l'attendu, le convenu, le déjà fléché, c'est irrespirable. Vous parlez beaucoup de respiration, j'ose ce mot, c'est irrespirable. Donc je crois qu'il y a une question qui est, si on essaie de penser, alors je viens à cette pensée des territoires pour la réinterroger un peu aussi rapidement, mais alors moi, il y a une notion que j'avais fait promouvoir par rapport à paysage, c'était celle de connivence, par rapport aux vivre, n'est-ce pas? Il me semble qu'on est, dans notre expérience, on est tous avec, je dirais, deux pédales sous les pieds, n'est-ce pas? Celle de la connaissance et celle de la connivence. Quand je sors chez moi, je suis bien connaissant, mais je dirais, et quand je rentre, je crois bien connivant, si vous voulez dire, cette alternance de vie. L'enfant sur Sainte-Mère, il est connivant, et puis quand il va à l'école, il sort de chez lui, il est connaissant. Et je souhaitais trouver un terme de poids égal à connaissant, parce que connaissant, bon, connaissance, c'est le terme magnifié par la pensée, mais du même niveau, la même exigence que connaissance, et qui puisse être cette connivence, qui est ce clignement des yeux, connivere, n'est-ce pas, qui est donc l'envers de la connaissance, elle s'explicite, elle se construit, elle appelle des méthodes de connaissance, etc. La connivence, non, c'est de l'implicite, ça ne se communique pas, ça ne s'enseigne pas, mais disons, c'est aussi notre rapport au lieu, et c'est ça que dit le paysage, c'est qu'on entre en connivence avec lui. C'est vrai que quand je vais dans les villes fléchées comme étant, disons, à voir, la connivence est rompue. Tellement les géraniums sont tous bien disposés, bon, et qu'on sent encore une fois la décision municipale derrière. Donc, connivence, je me demande si ce n'est pas un des termes qu'on pourrait réactiver aujourd'hui pour penser justement le rapport au terrain, disons, et une certaine façon de commun, n'est-ce pas? Connivere, c'est donc la connaissance, elle est par rapport à l'objet. La connivence, elle est par rapport à quelque chose qui se pose en sujet. Ça peut être un paysage, ça peut être, on entre dans la forêt, on est en connivence avec elle, mais disons, il y a une entente implicite et qui pose l'autre, non pas en objet, mais en partenaire, connivere. Moi, j'étais amené à cela parce que j'ai fait un voyage j'avais fait un exposé au Vietnam sous le thème Il n'y a pas d'identité culturelle. Et c'était le ministre de la Culture et tous les fonctionnaires qui étaient là avaient bondi en disant mais on est payé pour défendre l'identité culturelle vietnamienne. Donc j'écoutais ça. Et après, j'avais été convié à faire une mission comme ça par ce ministère dans les régions justement déshéritées du Vietnam, soit les montagnes, soit le delta, mais disons. Et j'avais vraiment été meurtri. Parce que je voyais des populations qu'on disait indigènes, qui étaient donc encore dans des mœurs patriarcales, donc qui attiraient le tourisme. Et disons, on est allé voir comme on voit avoir des réserves indiennes, n'est-ce pas? Et en même temps, ces populations n'avaient qu'une chose en tête, c'est de boire du Coca-Cola
et donc devenir comme nous. Donc elles jouaient à être comme elles étaient, mais en fait elles voulaient être comme nous étions. J'ai trouvé ça meurtrier. Parce qu'en fait, elles jouaient à être indigènes. Elles n'espéraient qu'une chose, c'est en sortir. Et nous les rabattions, parce que c'était, on peut parler aussi du tourisme, nous les rabattions dans le simulacre de leur identité, disons, culturelle. Je trouvais ça, alors je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui peut faire écart en termes de concepts? Et connivence m'a paru un concept de même poids que connaissance, mais disons, faisant reparaître ce que connaissance avait peut-être enfoui, écrasé, n'est-ce pas? Et que connivence pourrait rappeler, sans que ce soit les termes rabattus et peu convaincants de communion avec la nature, ou disons connaissance, vous savez, l'étymologie de la Claudel, naître avec, enfin connaissance, etc. Il me paraît plutôt être du bricolage par rapport à cette question qui paraît essentielle et que repose aujourd'hui l'écologie, que repose la question des territoires, qui est comment connivérer, être dans une entente implicite qui fait vivre quand on est là. Alors, je dirais un mot du terme de territoire parce qu'il m'a fait réfléchir. Je ne vous aurais pas rencontré, je n'aurais pas eu cette occasion de disons, de ce chantier engagé avec vous. Je ne me serais pas vraiment, sans doute intéressé à territoire. Et au fond, je me suis dit, est-ce que territoire n'est pas effectivement l'aboutissement de la décentralisation? Est-ce que ce n'est pas le terme ultime? Il n'y aurait pas d'autre après lui, alors qu'il y en a eu avant lui. On a dit province, on a dit région et on dit territoire. Province, d'abord, on ne doit pas oublier ce qui est l'origine du mot en latin, c'est vincere, vaincre. Province, c'est là on a vaincu et on s'est imposé. Hein. C'est la marque du mot. Et ce que lui a ajouté la France, c'est que tous les territoires, sauf Paris, sauf la capitale. La province, donc, est marquée d'un sens français, mais jusqu'à quel point indélébile, c'est que c'est tout espace que vous voulez, mais sauf la capitale. Et par rapport à ça, il y a la phrase de Malraux qu'on a tous entendue, n'est-ce pas, quand il a ouvert la première maison de la culture, pour que ce mot horrible de province disparaisse enfin. En même temps, c'est quand même ce qui a structuré la littérature française à la modernité. C'est toujours, les romans sont en 2 volumes. Un volume province, un volume Paris, ou alors chez Balzac, Stendhal, c'est ça, n'est-ce pas? Nancy et Paris, ou disons... Dans la comédie humaine, celle de la vie. Ben voilà, c'est ça. C'est les dire, Balzac, c'est ça. C'est les volumes qui se juxtaposent. Scène parisienne, vie de province. Alors, j'entends tout ce qui était cet effort en France immense pour secouer ça. Et Malraux, bon, avec les maisons de la culture, c'était quand même ça. C'est-à-dire, on va casser le moule même de notre imaginaire, parce que c'est une littérature et c'est plus grand d'auteur. Donc, il y a ça. Et alors, est-ce que la région, évidemment, est le terme égalitaire, puisque la région Île-de-France. Donc, région me paraît, disons, le contre-feu à province, c'est région, c'est le terme qui égalise tout. Alors, pourquoi territoire après? Il me semble que territoire ajoute une notion de plus qui est l'ancrage. Le territoire, c'est qu'on y est ancré. Parce que derrière terre, il y a terroir. Terroir, en latin, territorium, c'est quand même ça. Hein. C'est donc qu'on est les pieds quelque part, ancré. Hein. Et quand on dit, ça a été dit, je serai président des territoires, c'est ça quand même. C'est qu'on veut faire référence à cet ancrage qui fait qu'on est là, les pieds quelque part sur la terre. Et il me semble que le terme il est important parce qu'à la fois il est libérateur, c'est sûr, d'autant plus qu'il dit 2 choses. D'une part, c'est un espace où des hommes habitent, et une collectivité qui habite. Lucien dit sur laquelle vit un groupe humain. Bon, c'est pas neutre, vit un groupe humain. Donc il y a l'idée qu'il y a une communauté qui l'active. Et puis, l'autre point de territoire qui est défini, c'est qu'il y a une juridiction possible dessus. Territoire d'un évêque, territoire de je sais qui, enfin bon. Donc les deux me paraissent essentiels dans ce couplage entre il y a des groupes humains qui l'habitent et il y a une juridiction qui le configure. Mais il y a un troisième sens, qui est le sens, disons, animal, n'est-ce pas, quand l'animal marque son territoire. Donc possessif, un sens d'apanage, un sens, disons, de c'est moi qui y suis, tu n'y seras pas.
Donc, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que, disons, ce terme qui a effectivement, qui paraît un peu un terme de destinée, finalement, on devait aboutir là, à la notion de territoire, après province, après région, donc voilà, arriver à ça, il serait le terme le plus arabe aussi. Territoire, nous ancrant, disons, foncièrement, est-ce que c'est un terme qui n'est pas en train de devenir coïncident aujourd'hui et de perdre, disons, cette capacité-là, à la fois comme lieu qu'on habite, collectivité, et, disons, avec cette idée de juridiction, donc de pouvoirs locaux, qui va de pair, et l'idée que les territoires, finalement, c'est une notion donc, qui est ambiguë et qui est intéressante d'être ambiguë. Si le terme devient coïncident, c'est-à-dire que tout le monde utilise sans plus réfléchir, c'est ça qui est en jeu, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tout le monde l'utilise, c'est qu'il n'est plus réfléchi parce que tout le monde l'utilise. Donc, disons qu'il n'est plus inquiété, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas là une perte qui, disons, pourrait le menacer? Et c'est ce qui me conduit à penser ce que vous avez évoqué, à savoir, bon, toutes ces, dans les pouvoirs locaux, tout ce qui est finalement le risque de concevoir la gestion de ces territoires comme étant cocher des cases. Moi, ça me paraît, disons, le danger aujourd'hui, parce qu'au fond, il y a des grilles pour tout. Et quand j'entends, notamment quelqu'un de notre association, Laurence Mercier, qui est paysagiste, de voir comment ces projets de paysage, j'y reviens, se trouvent si souvent rejetés parce qu'elle n'a pas fait que remplir des cases. Cocher des cases, donc, qui sont les cases du vert, du ceci, du cela, enfin bon, vous les connaissez mieux que moi, mais parce qu'elle propose un projet singulier pour un lieu particulier, n'est-ce pas? Donc, cherchant justement à activer une connivence dans ce lieu. Et évidemment, connivence échappe à toutes les cases qu'on peut, qui sont en fait des choses repérables, quantifiables, bon, bref, qui constituent une grille dont la connivence est d'emblée, n'est-ce pas, écartée. Alors, la question qui n'est pas, donc tout ça, c'est pour s'imaginer ce qui pourrait être aussi nous n'avons fait qu'amorcer, en fait. Et qu'est-ce qui pourrait cheminer, peut-être dans un développement de notre rencontre, avec cette question qui est évidemment produire du commun. Comment ça se fait, n'est-ce pas, du commun? C'est, je crois, la question politique aujourd'hui. Elle n'était pas, disons, active il y a 20 ans. Enfin, à 20 ans, on ne parlait pas de produire du commun. On parlait d'égalité, on parlait de tout tant d'autres choses, mais produire le commun est devenu la question, en tout cas en France, politique essentielle. Et alors, nous avons dans la discussion évoqué la question de la différence. Est-ce que c'est un concept pertinent ou pertinent jusqu'où? C'est la question qui se pose. Il me semble qu'on ne peut pas produire du commun avec la différence. Je vais essayer de l'argumenter un peu, parce que la différence, quand elle remplit sa fonction, eh bien, elle replie sur une identité et donc elle laisse tomber l'autre. Elle n'a pas à en tenir compte, puisque ce qu'elle a voulu, c'est aboutir à une identité. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire du commun avec de la différence, et disons, m'insurgerai un peu contre ce slogan de « à chacun ses différences », ou disons, alors qu'à un moment dans l'histoire, disons, le concept de différence peut être porteur d'affranchissement, je l'entends bien, mais dans sa logique propre, il me semble qu'il est condamné à refermer son identité et donc il fait obstacle à tout partage de commun. C'est pour ça que j'avais préféré celui d'Écart, qui est à la fois la commodité de sortir du contenu, donc de décoïncider de l'attendu, bref, alors que les différences repliant sur l'identité ramènent au contenu, c'est un contenu identitaire. Donc penser l'écart par rapport à ça, et surtout parce que l'écart, essentiel en lui, maintient en regard. Donc l'écart ouvre une distance, mais cette distance, maintenant en regard, fait apparaître cet entre, n'est-ce pas, où peut se promouvoir du commun. Et il me semble que c'est le problème qu'on trouve en politique à tous les niveaux. Le niveau le plus élémentaire de la commune, n'est-ce pas, c'est finalement de quoi une commune est-elle riche? D'écart.
de sa diversité. En fait, c'est des écarts qui font qu'il y a ceci et cela, telle population et telle autre, tel aspect agricole, mais aussi les maisons du village. C'est toutes ces ressources d'écart. Et avec cette condition qui me paraît l'exigence, alors entre Paris et les régions, c'est aussi cela qui est en jeu, les différentes régions de France, mais avec cette règle qui me paraît l'essentiel aujourd'hui du politique, c'est que ces écarts maintiennent un regard. C'est ça qui me paraît essentiel. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui de plus en plus, c'est que les écarts s'ouvrent au point que ce n'est plus des écarts, c'est des distances ouvertes, indéfiniment ouvertes, qui ne maintiennent plus en regard. Je prendrai juste pour l'illustrer une figure d'un hexagramme chinois, celui de l'essor. Les hexagrammes, c'est donc 6 traits superposés, 3 plus 3. La figure de l'essor, elle est faite de 3 traits du ciel et 3 traits de la terre, hein, puisque c'est la grande corrélation du ciel et de la terre par où tout passe. Simplement, dans la figure de l'essor, le ciel est en bas, la terre est en haut, et dans la figure inverse du déclin, la suivante, le ciel est en haut, la terre est en bas. On pourrait se dire que le ciel est en haut, la terre est en bas, c'est plutôt bon signe. Les choses sont en ordre, ça coïncide. Mais justement, là, je trouve une puissance de pensée de considérer qu'il faut figurer le ciel en bas et la terre en haut, parce que le ciel aspire à monter, parce que la terre aspire à descendre, et donc ça va se croiser, ça va communiquer. Et donc, il y a un dynamisme qui va se faire par là. Alors que le déclin, chacun de son côté. Le ciel essaie de monter, la terre essaie de descendre, ça ne se rencontre plus, ça ne s'active plus. Alors, si on pense ainsi, alors c'était pensé en Chine, alors la Chine n'est pas un exemple politique à suivre, mais néanmoins, il y a quelque chose de fécond dans cette affaire qui est que, justement, le bon régime, c'est celui où le prince est tourné vers le peuple, et le peuple vers le prince, alors le mauvais régime, c'est chacun de son côté, le prince dans ses palais et le peuple dans sa misère. Donc, il me semble que ce qu'on peut dire dans cette figure, c'est que l'essentiel, c'est que les écarts peuvent aller aussi loin qu'on veut, mais qu'ils maintiennent un regard. Mais notre société aujourd'hui, ça qui n'est pas essentiel, c'est qu'ils maintiennent un regard. Les parents à l'égard des enfants, entre, disons, tous les partenaires de la société, il faut que... parce qu'on gémit de l'individualisme, n'est-ce pas, et du repli de chacun sur soi, mais il me semble que ce qui fait le ferment même du commun politique, c'est que ça se regarde. Alors, ce n'est pas une sorte d'utopie du dialogue, chacun. Non, c'est simplement que si je dirais, au sein du social, ça ne se regarde plus, eh bien, effectivement, le commun n'est plus activé, voire il est perdu. Alors, la question que je voudrais maintenant ouvrir, c'est qu'est-ce qu'on fait de là où on en est? On a pensé se réaliser l'an prochain. Si on pense des ateliers des ateliers, je ne sais pas comment, des terrains où cela puisse travailler, vous voyez, pour nous, ce qui est important, c'est que on dit trouver prise, est-ce que des concepts peuvent avoir prise? C'est là la question. Sinon, on ne peut pas en faire. Hein. La seule utilité d'un concept, c'est qu'il est pris sur quelque chose de l'effectif. Et quand on a évoqué avec François cette association, il y a 4 ans, donc mûri de la Covid, c'était de se dire, au fond, quelque chose qu'on voudrait se retirer, c'est la figure de l'intellectuel, telle que la France l'a promue et telle qu'elle a été encensée, reconnue à l'étranger, n'est-ce pas? C'est-à-dire où il y ait juxtaposition entre le philosophique et puis l'engagement politique. C'est-à-dire à la fois, Sartre a écrit L'être et le néant, et puis, bon, être au parti, par exemple, être au parti, pas comme étant, alors que qu'est-ce que Derrida faisait au parti, j'en sais rien, etc. Bon. Mais c'était juste la position. Et il me semble que c'est une figure intellectuelle qui va de Sartre à Bourdieu compris. Alors, penser le philosophique, non pas juxtaposé à autre chose, non pas non plus projeté ou une sorte de verticalité que la philosophie s'accorde volontiers, mais comment penser, disons, ce qui pourrait aller du philosophique au politique, dans sa continuité. Comment le même concept pourrait être comme ça déployé à travers l'éthique, le politique, bref,
comme mode d'engagement, donc se décalant de la figure suprématiste, n'est-ce pas, de l'intellectuel. Alors c'est vrai que j'étais sensible dans le propos d'Isabelle Frandon sur cette petite commune comme ça du Plateau des Mille Vaches, parce que quand elle pense la radicalité en pensant que c'est pas, disons, l'opposition brutale, que c'est pas la contre-coïncidence qui est radicale, que c'est la fissuration. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à penser pour concevoir des modes d'intervention qui ne soient pas les modes tonitruants qui ont été si recommandés à l'époque précédente par les intellectuels français, n'est-ce pas? Renverser la métaphysique, renverser l'État, renverser le grand geste comme ça, un peu béatifié du renversement, qui, dans sa logique même, en renversant, on se maintient dans le terrain déjà occupé, n'est-ce pas? Bon, on change la configuration des choses. Mais penser plutôt une intervention de l'ordre de s'écarter, fissurer, quelque chose de beaucoup moins spectaculaire, mais qui serait peut-être plus effectif et peut-être plus porteur de radicalité que les fameux renversements, qui ne sont souvent que des contre-coïncidences, aussi coïncidentes que ce qu'elles ont voulu renverser. Donc, il me semble qu'au fond, on est là au début de plein de questions, de notre du point de vue philosophique, plein de questions avec ce qui me paraît essentiel dans cette rencontre, qui est du terrain. Et là, ce terrain, ce n'est pas au sens métaphorique, c'est du lieu, n'est-ce pas? Donc, du terrain au sens le plus élémentaire du terme. Et qu'au fond, prendre pied, reprendre prise, c'est à la fois une exigence de la philosophie, qui ne cesse de revenir aux choses mêmes, n'est-ce pas? Revenir à ça qu'elle essaie de quitter, mais auquel elle veut revenir, et disons ce que pourrait être la décentralisation. Peut-être qu'on pourrait déployer tout ça, François, et on a un moment de discussion possible. Qui veut poser une question? Vous. Je crois qu'il faut venir devant parce qu'il faut venir à la barre. Je me présente. Je parle fort. Je parle fort. Bon, je m'appelle Claude Azy et je voudrais revenir sur la notion de territoire qui a été développée par eux, qui est le suivant. La France est un pays très connu pour être extrêmement centralisé. C'est certainement le plus centralisé des grands pays d'Europe. Je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On a parlé de province. Il y a deux notions. Il y a la province et les provinces, ce qui ne veut pas tout à fait dire la même chose. Il y a ensuite la notion de région et ensuite la notion de territoire. Alors, pour moi, mais c'est l'impression que j'en ai, c'est que le territoire, pour moi, remplace les provinces. Autrement dit, Paris n'est pas dans les territoires, n'est pas considéré dans les territoires. Et les territoires sont des lieux qui ne sont pas Paris, qui ne sont pas parisiens. Et donc, en fait, je ne suis pas persuadé, dans les mots, qu'on se soit vraiment bien éloigné de la province. Question. Ça veut dire que tout ce que vous faites depuis 35 ans, Ouais, c'est ça. se trouve, disons, un peu Merci. inquiété. Alors, il y a des lieux qui sont, enfin, le mot territoire est aujourd'hui un mot extrêmement utilisé, valise. Il est aussi là pour englober des échelles qui sont différentes. Les territoires, si je dis nous allons faire une réforme territoriale, une réforme des territoires, je parle d'un point de vue administratif et je vais évoquer aussi bien la commune, l'intercommunalité, la région que le département. Donc le territoire n'est pas pour moi, de point de vue de mon métier, de mon poste d'observation, le lieu où l'on vit. C'est le lieu qui est administré. Si je parle je suis une provinciale,
déjà, je mets un peu plus d'humain. C'est là d'où je viens. Je ne dis jamais, j'habite le territoire du Tarn-et-Garonne. Je viens du département du Tarn-et-Garonne, je suis du Tarn-et-Garonne, je viens de la région Occitanie. Je ne vais pas dire je viens du territoire Occitanie. Je crois que c'est des focales différentes et c'est une façon de aussi peut-être pour. D'ailleurs, je pense qu'un acteur local ne dit jamais la présidente de la région Occitanie, ou on peut prendre d'autres, parle de son territoire Administratif. au sens administratif, mais il elle n'y met pas plus de vie que cela. Si je devais utiliser le mot, mais on me regarde des fois bizarrement dans mon univers, je reviendrai au terme de province, parce que je lui trouve une poésie et un renvoi à un imaginaire qui met plus de vie, plus d'initiative, plus de couleurs, plus d'écart. Mais après, si je discute avec quelques historiens, ils vont me renvoyer à une histoire. L'organisation administrative française a été voulue par l'acte révolutionnaire et le manteau d'arlequin que constituaient les provinces de l'Ancien Régime, il s'agissait de les uniformiser. Donc là, on reviendrait à d'autres, dans le contexte actuel, il y aurait d'autres lectures. Il y a d'autres lectures politiques. Moi, je n'en fais pas quand j'utilise ce terme de province. Voilà. Je vais juste vous proposer un mot qui était très joli. Claude Azir a rappelé ce que nous savons tous, que la spécificité française tient à une histoire ça a commencé, je dirais même, avant Louis XI. Louis XI a été vraiment celui qui l'a orchestré, mis en œuvre, etc. Et tout, bon, qui a été la centralisation. On va pas revenir là-dessus. Mais au moment où ce mouvement se faisait, ce grand mouvement historique se faisait, il y avait une chose très jolie, un mot que l'on va trouver dans la littérature. Ça commence, alors, je dirais, avec du Bellay, etc., jusqu'à la guerre de 14, et même, oui, la guerre de 14 marquera une rupture par rapport à ce sentiment qui était habité la petite patrie, sa petite patrie. Son local se désignait comme la petite patrie. Alors, ce n'était pas une région, mais c'était quelque chose qui n'était pas l'ensemble, etc. Et je trouve que ça en dit beaucoup, ce terme de petite patrie, que l'on va trouver dans toute la littérature, surtout pour les classes les plus rurales, etc. Et donc, qui était un rapport de vie à un territoire, à un espace, la petite patrie. C'est très important. Et d'appartenance, la petite patrie. Et oui. je trouve ça très Je dirais, là, c'est en fait un mot de connivence, la petite patrie. La petite patrie. Oui. En littérature, parce que si vous allez sur un autre terrain, la France des petites patries, je parle sous le regard de Bernard Nicolaïev, mais c'est une France qui reproduit le modèle centralisé à une autre échelle. Là, je parlais au niveau de ceux qui avaient le sentiment de vivre et avaient un attachement très fort à leur petite patrie. Oui, mais ça, en fait, c'est romain, puisqu'au fond, la citoyenneté romaine, c'est à 2 étages. La petite, enfin, disons, on est citoyen chez soi et citoyen de Rome, voilà. Dans un monde où il n'y a pas d'État. Donc, on avait effectivement une citoyenneté locale et une citoyenneté romaine, c'est-à-dire mondiale. Hein. De ce que j'entends, au fond, région est un terme qui a peu vécu alors. Parce que province avant, territoire maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore? On dit bien hôtel de région, on dit bien. Quelle est la pertinence de région? Elle a une pertinence. La région, elle est entrée dans la Constitution, il faut que en 2004, 3, pardon, à la réforme constitutionnelle de 2003. Les premiers présidents du Conseil régionaux ont été élus en 1986, donc elle est toute récente, mais elle a une véritable, elle a une existence institutionnelle, elle a des élus, elle a une autonomie. Donc, mais on dit, on va dans le, comment dire, on n'habite pas. D'ailleurs, le président lui-même avait quelques discours au début du premier quinquennat, avait titillé les élus en leur disant
Vous savez, vous parlez de territoire, et nous parlons tous de territoire, mais aucun Français n'habite en territoire. Il habite à côté de la mer, il habite à la montagne, dans une petite ville, etc. Il n'habite même pas une région. Il y a le plan de l'administration, de ce qu'il nous dit, mais voilà, il y a deux plans là. Et la région a une réalité. Est-ce que la région n'a pas aussi une connotation d'indétermination? Il habite la région, c'est-à-dire il n'y a pas véritablement de frontières, il y a quelque chose dans la région, dans l'usage ancien de la région, qui n'est pas un lieu clos, objectivement, avec des limites. Il y a un indéterminé. Sa région, c'est son échelle biographique. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est Jacques Lévy, géographe, qui avait beaucoup travaillé sur cette question-là. Les régions, chacun a sa définition en fonction où il est né, où il a étudié, où il va travailler, où il s'est marié, où est-ce qu'il a sa famille. Donc il y a une échelle, c'est un territoire vécu. D'autant plus qu'il en subit quelques transformations. Oui, parce que quelle est la région de celui qui habite à Strasbourg par rapport à celui qui habite à Nancy ou, enfin, c'est par exemple pour Grand Est ou même pour Nouvelle-Aquitaine. Je suis même plus sûre qu'il dise, il sait probablement, il dira plus j'habite la Creuse ou la Gironde. Je suis pas sûre qu'il dise j'habite Nouvelle-Aquitaine. Mallarmé, la région où vivre. Ça fait écho à ce que tu dis, la région où vivre. Là, finalement, il y a quand même l'idée d'un lieu aussi auquel on puisse aspirer. Oui, c'est très biographique, ce découpage-là. Il y a une hiérarchie aussi entre le territoire, pensons au territoire et au département, les dom-tom. Est-ce que c'est simplement une distinction administrative ou il y a aussi une hiérarchisation d'importance aussi? Est-ce que les territoires aimeraient bien devenir départements parfois? Je pense à Mayotte. Ah oui, alors ça, Bernard, allez-y, parce que c'est des sujets que vous connaissez bien. Je suis, m'appelle Bernard Moudaeff, j'ai un peu écrit dans le Voir le coup sur notamment le thème de la déconcentration, de la décentralisation, et personne n'est parfait, j'ai été ancien du ministère des Finances, mais j'ai passé à peu près 15 ans de ma vie dans les territoires, y compris comme directeur général d'un département. Et en réalité, ce qui m'intéresserait beaucoup, parce que dans le fond, là, vous voyez, on a tout de suite le réflexe institutionnel. C'est très frappant. Dès qu'on parle de décentralisation, on a le problème des niveaux, on a le problème des attributions, de l'histoire, toutes choses tout à fait exactes, bien entendu, mais qui je dirais, ne transcendent pas actuellement le débat, même voire le banalise quelque part. Et ce qui m'intéresse beaucoup, je trouve, en tant que praticien de la décentralisation et de la déconcentration, c'est bien entendu votre thème de la décoïncidence. Vous avez écouté notre professeur quand j'étais au ministère des Finances, quand François Villeroy-de-Gallo et Louis Strauss-Kahn avaient organisé des ateliers de cadres du ministère des Finances, et vous étiez venu parler de la pensée chinoise à des managers du public. Et alors, je ne dis pas que ça les a transformés totalement, c'est vrai, mais quelque part, il y avait eu, d'abord, il y avait une qualité d'écoute, et puis ça nous avait beaucoup marqué. Et je pense que la notion de décoïncidence est très intéressante parce que, dans le fond, elle se rapporte d'ailleurs à tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire, quelque part, de laisser venir la notion de tout à fait antithétique, antinomique avec le management moderne, entre guillemets, où on est en permanence en réactivité, en anticipation, en général en se trompant d'ailleurs, avec des intervalles de plus en plus courts. Et quelque part, je pense qu'il faut travailler sur cette notion de la relation entre la décoïncidence et ce qu'on pourrait appeler la décentralisation. Ce n'est pas tout à fait le même D d'ailleurs. Pour, je dirais, voir s'il n'y a pas une nouvelle culture de la gouvernance, une nouvelle culture de la pratique qui puisse émerger. À la limite, peu importe, en fait, qu'il y a l'initiative, en réalité, dans ce que vous dites, dès lors que cette initiative, silencieuse souvent, c'est l'éloge du silence, c'est l'éloge de l'interstice qui fait action, mais qu'on ne voit pas. Et quelque part, je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas du tout pour
désavoué sur les relations, enfin, les relations de pouvoir, etc. Mais ce qui peut être intéressant dans la décentralisation, c'est cette possibilité-là, que l'État n'a pratiquement plus. D'ailleurs, on a peu parlé de pouvoirs locaux, mais y a-t-il encore un pouvoir global? Un des grands slogans des décentralisateurs dans les années 1990-2000, c'était penser global, agir local. Vous vous souvenez du slogan? Alors, l'agir local, il est toujours là, mais on a raté un nombre d'occasions absolument incroyables. Je fais juste un point. Je suis aussi vaguement un peu spécialiste de l'expérimentation. J'avais été une petite main dans la proposition de loi organique qui avait finalement outil à la Constitution, dans la Constitution sur le droit à l'expérimentation. Mais cette notion d'expérimentation, qui est un peu dans le même esprit, si vous voulez, du provisoire, de la tentative qui pourrait être un échec, mais un échec parlant, etc., ou une réussite silencieuse. Et à partir de ce moment-là, vous vous apercevez que ça n'a pas été saisi comme chance. Personne ne le sait. Donc on est bien dans un problème de culture, on a un problème de philosophie, d'ailleurs, de la gouvernance. Les élus locaux veulent toujours plus de pouvoir, mais que font-ils de leur pouvoir? Alors, il y a un somme de développement extraordinaire sur le terrain, les maires, évidemment, et pas que les maires, mais en même temps, on reproduit avec des différents noms abstraits petit à petit, les mêmes velléités, mais finalement sans pouvoir. Et donc, je vous encourage, si je puis me permettre, à vraiment rester sur cette idée de coïncidence qui peut être discutée d'ailleurs, hein, bien entendu. Moi, vous m'avez rassuré tout à l'heure en parlant des significations du dé, justement, parce qu'il y a beaucoup de dés aujourd'hui, des constructions, de différentes défaisances, enfin, etc. On est, je dirais, en attente pour de commandes, etc. Pas que seulement le dé, mais la notion de décoïncidence est intéressante. Donc, si je peux me permettre, il faut véritablement que les deux termes soient, je dirais, bien articulés entre la décoïncidence et la décentralisation. Alors, je ne veux pas entamer un débat sur le territoire, qui est un terme à la fois d'une banalité absolument inflationniste, si je puis dire. Tout le monde parle de territoire, et en même temps, en effet, comme vous l'avez dit, d'un élément qui représente quelque chose qui peut être creusé véritablement par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, je ne parle pas des communs, enfin, il y a toute une série d'éléments sur lesquels il faut travailler, mais c'est un travail très intéressant qui va, bien sûr, d'une vision philosophique. Moi, j'ai été un peu biberonné je ne sais quoi, presque rien de Kennedy. Et il disait d'ailleurs le presque rien, c'est la division de la philosophie, mais il faut faire attention que le presque rien ne devienne pas rien. Je me souviens de la phrase que j'allais prononcer. Et quelque part, on est vraiment dans le moment où on peut faire valoir en effet l'intérêt de cette démarche, qui est en plus celle du temps long, parce que dans le fond, c'est ce que vous dites depuis longtemps, c'est qu'on est de plus en plus menacé par le temps court, la réaction, même pas la réactivité, et tout ça a pour conséquence une seule chose, en réalité cachée, pas si cachée que ça, c'est que le pouvoir a changé de place, le pouvoir global. Et il faut aussi toujours avoir à l'esprit que le pouvoir global fait les politiques aujourd'hui. Vous avez bien vu que petit exemple très simple, mais la maintenance des centrales nucléaires françaises vient d'être attribuée à Amazon, un marché de 1,5 milliard sur le cloud d'Amazon. Et donc, si vous voulez, on peut parler en totalité du pouvoir, de l'État, etc., mais quelque part, le pouvoir est déjà ailleurs. Donc, la seule façon, en effet, d'avancer, c'est en effet sans doute dans ce que vous dites. Mais je pense que nous ne perdons pas trop, parce qu'on l'a même vu nous, lorsqu'on disait, je pense que l'institutionnel, si vous voulez, cache la forêt des mauvaises intentions, très souvent. Mais voilà.
Je voulais vous dire ça parce que je suis totalement d'accord. Après, il y a à faire en matière de centralisation, mais alors, juste un dernier mot, parce que je ne veux pas abuser, mais moi, je vais parler, par exemple, de découplage. Je parlais de découplage dans un article sur la géométrie de la déconcentration. Pourquoi forcément le territoire de l'État territorial doit être absolument identique à celui de la décentralisation? D'ailleurs, c'est même plus le cas, puisque par exemple, en Alsace, vous avez une collectivité et deux préfets. Ils sont restés dans un département d'origine qui n'existe plus pour faire les règles. Mais pourquoi forcément imaginer que le préfet doit être exactement dans la limite, ce qui n'est même plus le cas en réalité. Il y a des intercos qui sont de plusieurs départements. Donc il faut réfléchir à tout ça, tous ces éléments qui ouvrent des interstices, qui ouvrent des possibilités, qui font bouger les lignes. Bouger les lignes, ça serait déjà pas mal. Oui, merci pour tout ce que vous Merci. avez dit. Je reviendrai avec un petit entêtement à la question lexicale. Et je me demande pourquoi ne pas aussi s'intéresser aux mots par lesquels ceux qui habitent une région, un territoire, un village, etc., pensent ce rapport au local. Je faisais allusion à un mot que vous m'employiez donc autrefois, la petite patrie, mais je dirais aussi, parce que je l'entends dans le midi encore, moi je suis très jeune, mais encore, en parlant de quelqu'un, c'est mon pays, c'est un pays, c'est un pays, le mot de pays. Et alors c'est quoi un pays? C'est évidemment, alors c'est lié, ça se rejoindrait, l'action du paysage, est-ce qu'on dit le pays? Qu'est-ce que c'est que de désigner celui qui est proche par ce mot, et alors avec ses extensions plus ou moins grandes. Et des mots comme ça, j'en ai plein. Et je me demande s'il ne faudrait pas partir aussi de tout ce lexique qui nous en dit beaucoup sur la manière dont ceux qui habitent quelque part pensent le rapport au lieu qu'ils habitent. Voilà, c'était juste cette précision. En écho à ce que vient de dire Françoise, une anecdote, le peintre Couégo qui était dans la Creuse avec un paysan et dit quand même, il est beau le paysage. Le paysan ne répond pas. Puis une minute après, il dit, oui, c'est un bon pays. D'autres questions? J'ai une autre question. Sur vos, il y a un enregistrement. Pardon. Sur vos travaux, chère madame, je pense que là, je reviens sur le point que je soulignais tout à l'heure, à savoir que la France est incontestablement le grand pays d'Europe le plus centralisé, historiquement, que la France est en Europe. Et je pense que des réflexions sur la centralisation, décentralisation d'autres grands pays européens a certainement dû être un sujet dans vos études et dans vos... Bon, et est-ce que vous avez le sentiment que ces études comparatives qui ont été faites ont abouti à quelque chose? Est-ce que la France s'en est dans son organisation, s'en est inspirée? On a effectivement au cours des numéros, on va vous donner la liste, regardez du côté évidemment de l'Allemagne, du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne, mais bien souvent, est-ce qu'on s'en est inspiré? On a l'histoire, on a plus de communes en France, on a combien? 36 000. Oui, par rapport à l'Europe, on en compte 60% à peu près. Donc, on a des équations qui sont les nôtres. Il y a eu à un moment donné des tentatives de s'inspirer, mais elles ont été non abouties parce que ça correspond. L'Italie est un pays qui s'est constitué par les villes.
notre histoire est totalement différente. Les communautés autonomes, il y a les principes d'égalité. On n'imaginerait pas qu'il y ait une espèce qu'un enseignant du secondaire soit payé, une rémunération comme dans un land différente que dans l'autre land. Donc, c'est une question de culture. Moi, ce que je crois que le combat, et on l'a vu à la revue au fil des ans, Bernard Nikolaïev l'a souligné, il n'y a plus forcément de dessin, de modèle institutionnel à projeter. On en a fait le tour, je crois qu'on peut revisiter, on a tout écrit sur les possibles organisations, mais c'est aujourd'hui une question alors culturelle, moi je parlerai d'imaginaire, de mots. Nous n'avons plus les mots pour converser sur ces sujets. Ces mots se sont aseptisés, ils sont passés du côté de la novlangue. Territoire, c'est la novlangue. Les territoires doivent être résilients. On me dit que je ne sais pas ce que ça veut dire, un territoire résilient. On peut le dire avec des mots savants, mais je crois qu'il faut reprendre langue sur ces lieux de vie. Et un jour, un président de région, on peut le citer, Alain Rousset, qui a longtemps présidé Région de France, au cours d'une réunion, je l'ai vu s'énerver d'ailleurs face à ses propres collègues, à des représentants de l'État, disant, mais nous ne parviendrons jamais à la décentralisation à la française tant qu'il n'y aura pas de changement de mentalité et changement culturel. On aura beau dessiner toutes les réformes, nous n'y parviendrons pas. Parce qu'on a tout imaginé en conseiller territorial, des expérimentations, un pouvoir normatif, tout est déjà écrit. En 35 ans, je pense qu'on a attesté toutes les hypothèses. Mais voilà, notre référentiel est... Une question, une remarque. Certes, la France a une tradition jacobine, etc. Mais quand on regarde dans les années 30, par exemple, le débat autour de la question de la décentralisation, c'est d'un côté la République qui se veut être une et la défense de la démocratie contre les Maurassiens, par exemple, qui sont eux qui mettent la décentralisation. Et le premier, il y a tout le vocabulaire parle, les provinces, etc. Et les petites patries. C'était le langage que l'on trouvait dans l'Action française, dans la littérature de l'Action française. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour l'idéologie républicaine de se défaire de ces enjeux Bien sûr. Vous avez pointé là ce qui pose évidemment aussi problème dans la pensée, dans le fait de pouvoir le mettre en mots. Et c'est toujours là. Et c'est toujours là. Et puis après, on va boire un verre. Oui, Très bien. une question un peu déplacée peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une instance qui joue un rôle de centralisation un peu souterrain, qui est le corps des ponts et chaussées, qui gère ce territoire avec des normes d'une manière finalement appuyée sur son excellence, reconnue mondialement, et qui, par exemple, décide que les routes doivent supporter des poids lourds de plus en plus Non, ce temps-là est révolu. on produit du béton, etc. Est-ce qu'il n'y a pas donc une éminence grise qui gère une centralité? C'est un peu pour faire écho à ce qu'a dit Claude tout à l'heure. Il y a quand même de la centralité en béton dans notre pays. Bernard, vous l'avez Je bien. peux me permettre de répondre, puisque j'ai été directeur d'un département. Quand il y a eu la décentralisation, il y a eu un transfert de compétences massif du domaine routier sur le département. Et avec ce transfert de compétences, qui est un peu aussi vraiment les départements ont bénéficié du transfert de compétences, et ils ont bénéficié aussi des transferts de compétences en termes de personnes. Ce qui fait que avant on avait la DDE, ce qu'on appelait la DDE, et la fameuse DDE, elle n'existe plus en fait. C'est-à-dire que maintenant, l'équipement est devenu interrégional. C'est l'action interrégionale. Et en effet, une partie de la décentralisation a transféré la responsabilité de l'équipement à des élus. Ce qui fait qu'en réalité, il ne faut pas vivre sur l'idée qu'il y a maintenant une centralisation des grands corps. En gros, là, Macron, enfin le président Macron, a en quelque sorte achevé le travail de la fin des grands corps administratifs, comme les ponts ou les mines. Les mines n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient, encore ils ont beaucoup de pouvoir, mais les ponts sont maintenant parcellisés entre les gens qui sont dans les camps de chaussée des départements et les niveaux. Et en plus, de l'autre côté de la barrière, il y a eu la privatisation par l'autoroute, la concession d'autoroute,
où là, les concessionnaires ont leur propre compétence. Donc l'État, en l'espace, depuis 86, concession d'autoroute, en gros, l'État a perdu des deux côtés, si je puis dire. Donc, pour répondre à votre question, l'État vit sur sa réputation. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, il n'a plus le pouvoir. Il y a à peu près 4000 kilomètres gérés dans chaque département par le département. Ce sont des routes à la fois départementales et nationales. Ça veut dire que si vous multipliez par l'ensemble des départements, un directeur général des services s'amuse à me dire, personne ne le sait, mais le département en France, les départements gèrent l'ensemble quasiment des routes françaises, en dehors des autoroutes, c'est-à-dire la distance de la Terre à la Lune. Voilà. Et ils ont toute l'expertise. L'État ne fait plus. Que fait l'État? Il nous donne des cases à cocher, il pilote à distance, comme l'a écrit, et s'il y a recentralisation, d'abord, c'est beaucoup plus au niveau des finances publiques, c'est-à-dire qu'on sert, et c'est par ce biais-là qu'on téléguide, et par des plans, des appels à projets, des programmations, où il y a des cases à cocher, parce que si on veut les crédits, il faut que dans le paysage, il y ait du vert en pot de fleurs et en rond-point avec la bouteille de Bourgogne. La question était plus modeste, parce que je pense quand même que le corps des ponts garde les normes, c'est gardien des normes. Alors après que les politiques puissent dire j'entretiens ou je n'entretiens pas, oui, ça, ils peuvent le faire, mais ils sont quand même très contraints par un ensemble de normes. Mais elles sont même plus de Donc, il y a quand même une côté-là. dialectique entre le politique qui fait semblant de gérer et des normes. Oui, mais les normes, elles sont essentiellement maintenant européennes. 70% de notre législation vient de l'Europe. Donc même là, c'est pas là où ils ont le plus de pouvoir. On est invité à boire un verre.